Madame, Monsieur, bonsoir. Analyse des prix de l'énergie et dommages collatéraux sur l'ensemble du tissu économique au Maroc. C'est le menu de questions d'actu ce soir. Si le baril a flanché mercredi, rattrapé par les tensions inflationnistes dans le monde et les craintes aussi d'une récession qui pourrait peser sur la demande en or noir, mais malgré une nette baisse ou cette nette baisse, eh bien, le prix du baril se maintient au-dessus de la barre psychologique des $100 et devrait y rester. En tout cas pour l'année en cours. Au Maroc, le prix à la pompe a encore augmenté. Le prix du litre d'essence a même dépassé mardi la barre symbolique des 15 dirhams une nouvelle fois. Du coup, eh bien, le rythme inflationniste accélère et le coût de la vie ne s'en retrouve que plus cher. Mais pas que. Les PME marocaines souffrent également de la hausse des prix des hydrocarbures. Du côté du budget de l'État, la flambée du brut conjuguée à la hausse de la quasi-totalité des matières premières vont certainement plomber les finances publiques sur le court et moyen terme. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, les prix alimentaires et de l'énergie vont se maintenir à des niveaux historiquement élevés jusqu'à la fin de 2024. Au Maroc comme ailleurs, l'heure est à la stratégie de diversification des sources d'approvisionnement et de continuer sur la lancée du vert dans le mix électrique ou énergétique. Mais il y a des contraintes. Quelles sont-elles et comment les dépasser? C'est ce que nous allons également discuter ce soir en compagnie de mes invités qui ont accepté l'invitation. Donc, de questions d'actu. Bonsoir Anas Abdoun. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je vous présente quand même. Vous êtes consultant stratégie spécialisé dans les énergies hydrocarbures. Et en face, professeur Zakaria Fieranou, bonsoir. Bonsoir. Merci Bienvenue pour l'invitation. une nouvelle fois sur ce plateau de questions d'actu. Toujours un plaisir. Largement partagé. Je rappelle que vous êtes professeur en économie, en sciences économiques et gestion à la faculté de sciences juridiques, économiques, sociales à l'université Mohamed V de Rabat. Oui. Merci d'être avec nous. Alors, on va peut-être commencer par parler de sources d'énergie classiques, fossiles, et un tour d'horizon sur les marchés mondiaux. La tendance, bien sûr, est à la hausse, malgré cette baisse enregistrée donc ce mercredi, une baisse conséquente. Pourquoi est-ce que cette frivolité qu'il y a sur les marchés est-elle due à des craintes de pénurie ou juste à des mouvements purement spéculatifs? Anas Abdoun. Lorsque l'on parle des structurations de prix, on doit comprendre qu'on ne prend pas simplement en considération l'offre et la demande, mais on prend en considération la perception du marché de cette offre et de la demande. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent être mis sur le dos de l'économie. On a une croissance globale de 6% en 2021, ce qui est une forte croissance, donc il y a un effet de reprise, de rattrapage. COVID, oui. À partir du moment où il y a une surchauffe économique, a fortiori avec les banques centrales qui ont inondé les économies de liquidité, eh bien on voit effectivement une reprise de la consommation, ce qui impacte directement la demande d'énergie. À ce moment-là, on était à peu près à $90 de baril. C'était avant les événements que l'on connaît en Ukraine. Passe l'intervention russe en Ukraine et puis on passe tout de suite dans la barre symbolique des $100, parce qu'à ce moment-là, il y a une crainte des marchés vis-à-vis de l'approvisionnement, vis-à-vis des sanctions, et on ne connaît pas encore quel va être l'impact finalement des conséquences géopolitiques de cette nouvelle guerre. Et donc on monte jusqu'à à peu près $129 au pic au niveau de la crise russo-ukrainienne, et puis on est progressivement retombé pour deux raisons, globalement. La première, c'est que l'on sait aujourd'hui que malgré la volonté de l'Union européenne de se passer du gaz et du pétrole russe, ça va être extrêmement difficile. Ils peuvent au mieux, concernant le gaz, revenir à peu près à 20-25% d'importation venant de Russie, là où ils sont aujourd'hui à peu près à 40%. Et concernant le pétrole, il y a eu une annonce de Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, cette semaine sur une négociation pour mettre un embargo sur le pétrole russe. Or, on sait aujourd'hui, d'ailleurs, au moment de cette annonce-là, on voit les barils qui remontent à peu près à $115-116 le baril. Et puis, on voit très rapidement qu'un certain nombre de pays, notamment enclavés d'ailleurs, comme la Hongrie, comme la République tchèque, qui sont extrêmement dépendants du pétrole russe, pour ne pas dire exclusivement dépendants du pétrole russe, qui ont un droit de veto forcément sur les décisions de l'Union européenne. Et donc, on voit que ces décisions vont être considérablement ralenties. Et à partir du moment où on voit effectivement la frilosité de ces pays-là, donc les pays d'Europe de l'Est qui sont beaucoup trop dépendants du pétrole russe, mécaniquement, on voit les marchés financiers qui réadaptent finalement leurs analyses et on tombe aujourd'hui un baril qui est à peu près à $107 le baril. On a ces négociations qui continuent. On sait qu'il y a un sommet extraordinaire de l'Union européenne sur ces questions-là le 30 et 31 mai, mais tous les experts sur le terrain savent que les négociations vont se prolonger jusqu'à fin juin. Et on parle d'ailleurs d'une diversification de l'importation du pétrole, notamment de Russie, jusqu'en 2024, parce qu'en réalité, il y a le temps de la communication politique où on fait beaucoup d'annonces, on dit qu'on va mettre des sanctions, on va se passer du gaz et du pétrole russe. Et il y a en réalité la réalité du marché et de la logistique.
qui est un autre temps et une autre réalité, bien sûr. Non, mais c'est intéressant que vous souleviez cette question du pétrole russe. Que pèse le pétrole russe aujourd'hui dans la production mondiale, en sachant qu'il y a un autre géant, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, dont le producteur Aramco, qui produit la moitié du pétrole mondial, a juste affiché une hausse des bénéfices qui est extraordinaire sur les 3 premiers mois de l'année, plus 82% du chiffre d'affaires. Donc finalement, il y a aussi ce rôle de l'OPEP, clairement dirigé par ces pays-là qui pèsent lourd, en l'occurrence l'Arabie Saoudite. Ça les arrange finalement, l'Arabie Saoudite et la Russie, que ce pétrole se maintienne au-dessus de la barre des $100. Professeur Firano, pardon. C'est clair, ça veut dire que c'est un peu les règles du jeu. Ça veut dire que les pays qui sont producteurs du pétrole, ils bénéficient de la situation. Vous avez un excédent budgétaire aujourd'hui que l'Arabie Saoudite a réalisé à peu près 57 milliards. Je dirais approximativement, et donc là, elle est vraiment, maintenant, c'est à cause d'Aramco et c'est aussi à cause d'un peu de la conjoncture, et ça permet un peu d'alléger un peu les souffrances que vivait un peu l'Arabie Saoudite. Ça veut dire il y a 4 ans ou 5 ans, on savait qu'il y avait un problème budgétaire, il y avait un très grand déficit qui a été comblé par de l'endettement. Et donc aujourd'hui, un peu, je dirais, la médaille s'est reversée, et nous avons ces pays-là qui commencent un peu à gagner sur le fruit de ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, moi, je voudrais revenir sur un peu la situation actuelle, ça veut dire qu'est-ce qu'on vit. Bon, ce qui est dangereux aujourd'hui, ce n'est pas le niveau du prix de pétrole, c'est pas à 107 ou à 110, à 111, c'est en fait sa volatilité. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons une volatilité qui est très élevée. Ça veut dire on se réveille avec une augmentation du pétrole, pas uniquement. Il y a aussi le gaz. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est que le gaz continue dans sa tendance haussière. Nous y viendrons au gaz. Voilà. On commence par le pétrole. Voilà. Dans le pétrole, donc c'est la volatilité. Maintenant, je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération. Pas uniquement que la Russie, mais aussi il y a aussi d'autres décisions qui ont été faites sur le plan politique. Par exemple, la décision qui a été prise par la Fed, par la BCE, par les banques centrales, qui ont augmenté les taux d'intérêt, donc qui essayent de ralentir un peu ces taux d'inflation que je pense qu'ils pèsent très lourdement sur ces économies-là. Et donc ces décisions-là auront tendance à toucher un peu, je dirais, la force des devises, surtout le dollar et surtout l'euro, et donc ça va peser réellement sur ce qui se passe en termes d'anticipation adaptative sur les marchés financiers. Et donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est en fait, c'est une interprétation du devenir de l'économie mondiale. Est-ce que c'est une interprétation qui mène vers une récession? C'est-à-dire que c'est pour ça aussi. Est-ce qu'il y a des pressions, cette pression de récession pèse aussi sur les cours du brut? Ce qu'on prévoit pour les États-Unis, par exemple, ça veut dire la plupart des théoriciens, c'est qu'on est en train de dire que les États-Unis, elle ne pourra pas faire face à cette inflation, et que la décision qui a été prise par la Fed, elle doit la prendre parce qu'elle doit lutter contre l'inflation. Mais ça va conduire à une certaine récession du taux de croissance des États-Unis. Parce qu'on tablait sur 3 à 4% de croissance. Maintenant, on peut aller vers moins de croissance aux États-Unis, ce qui veut dire que ça va empiétiner sur aussi ce qui se passe au niveau des flux de capitaux sur le plan mondial. Et donc là, le fait que les banques centrales ont pris ces décisions-là, ça veut dire qu'il y aura plus de politique monétaire accommodante, il y aura plus de politique budgétaire accommodante, ça va conduire généralement à une euphorie qui va conduire à une volatilité sur les marchés. Et donc ce qu'on vit aujourd'hui, donc c'est ça. Ça veut dire qu'on est en train de voir les marchés financiers qui sont en train d'aller à droite et à gauche. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, des décisions particulières qui sont prises par la Russie, par exemple, je pense hier ou avant-hier, la Russie, il a déclaré qu'elle va prendre des sanctions contre des entreprises européennes énergétiques. Et donc là, ce type d'information dans un environnement, oui, c'est clair, dans un environnement comme ça, ça pourrait, je dirais, entraîner de la volatilité encore supplémentaire. Maintenant, sur le plan, je dirais, international, donc le message le plus important, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de visibilité. Ça veut dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va y aller. Ça veut dire, est-ce qu'il y aura... Bon, je pense que ça dépend, comme l'a dit notre cher ami, c'est que normalement, nous n'avons pas une visibilité sur la crise ukrainienne et aussi avec la Russie. Nous n'avons pas une visibilité par rapport à la quantité de production qui pourra être fournie sur le plan international. Je pense qu'il y avait des solutions qui étaient rapides mais qui n'ont pas été utilisées. Donc nous avons par exemple le Venezuela et l'Iran pouvaient résoudre le problème. Mais que pèse le Venezuela et l'Iran? Est-ce qu'avec les infrastructures vétustes, notamment au Venezuela, on peut compter sur le pétrole vénézuélien? Je rejoins l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire ça dans un clin d'œil. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire ça rapidement. Mais on peut réfléchir à ces plans-là. Ça veut dire si le problème de la Russie continue sur le moyen et sur le long terme avec l'Europe, et si l'Europe change de stratégie, il faudra réfléchir à l'alternative. Et je pense que l'alternative existe. Nous avons le Venezuela qui ne peut pas produire, qui ne peut pas exporter son pétrole, qui ne l'exporte que de façon rare vers l'Iran et qui le réexporte pour pouvoir l'utiliser. Et donc nous avons aussi le problème de l'Iran. Donc il faudra réfléchir parce que maintenant, ce n'est pas un problème politique. Maintenant, ça devient un problème social et économique. Et là, les retombées sur le cas du Maroc, on les voit. Vous avez aujourd'hui le prix du baril au Maroc. Donc on est malheureusement, j'ai vu quelques... Voilà, pas le prix de litre, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans le coût entier supérieur des pays à revenir élevé.
Si vous prenez le Maroc, avec 1,4, 1,5 dollars le litre C'est ça, le litre on est dans le quantile, on est dans le quantile, je sais ce que je dis, on est dans le quantile supérieur par rapport aux pays qui ont un revenu très élevé. Donc on est comparable aujourd'hui avec la France, avec l'Espagne, avec la Belgique, avec le Luxembourg, etc. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui, c'est le cas. Vous dites en fait que le prix au Maroc aujourd'hui, le prix du Maroc aujourd'hui, il est dans le quantile supérieur des pays à revenus très élevés. Je pense que c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, le prix du litre en France, il coûte 1,04 €? Plus. Il coûte plus. Alors pourquoi vous comparez les deux? Voilà, je comprends parce que j'ai dit le quantile supérieur. Ça veut dire on est dans ce quantile. Ah, voilà. D'accord. C'est ça. Donc, statistiquement, on est sur ce quantile. Avec un revenu différent. Le SMIC voilà, qui est c'est ça. Donc, il faudra introduire cette variable-là. Et donc, c'est ça ce qui est inquiétant. Ça veut dire les pays qui ne sont pas exportateurs du pétrole, les pays qui n'ont pas des ressources naturelles, ils vont continuer à vivre une situation délicate durant l'année 2022. Et j'espère, je ne suis pas très pessimiste comme la Banque mondiale, j'espère que ça va uniquement rester sur 2022. Mais si ça continue, parce que lorsque je parle de la caisse de compensation, on est en train de compenser aujourd'hui le gaz, on est en train de compenser l'électricité. Le pétrole, il est laissé à sa guise dans la libéralisation qu'on a choisie, mais est-ce qu'on pourra subvenir sur le moyen et sur le long terme par rapport à ça? Subvenir en termes de compensation. Parce que le gaz, il est très important. Nous y venons. Voilà. On reste sur le pétrole, professeur Ferrano. Qui achète et comment est acheté le pétrole au Maroc? On sait que bien sûr, on s'approvisionne purement, quasi totalement en pétrole raffiné. Comment ça se passe? Juste pour qu'on comprenne. Est-ce qu'on achète sur du long terme? Comment sont mis en place ces contrats d'achat auprès de distributeurs internationaux qui sont nos fournisseurs? Oui, donc effectivement, vous faites bien de le souligner. On n'achète pas de brut au Maroc. Depuis la fermeture de la Samir en 2016, on achète uniquement des produits raffinés. Le pourcentage le plus important, c'est l'Union européenne. Donc notre produit raffiné vient essentiellement de l'Espagne, des Pays-Bas, dans une moindre mesure des raffineries moyen-orientales. Et donc on est un peu sur ce mix énergétique entre la part du diesel un peu plus important et en termes d'essence un peu plus important également. Mais je veux dire, on n'a pas on a aussi la problématique de cette chaîne de valeur dans la mesure où, effectivement, on est dépendant, on est importateur net d'énergie au Maroc. Et donc, du coup, on a cette dépendance qui, à chaque fois qu'il y a une problématique en termes énergétique, de distribution, d'importation, on l'a vu, c'était avec le charbon il y a quelques temps, maintenant c'est avec le prix du carburant du fait de la volatilité du prix, ça a très bien dit. On est de toute manière, à partir du moment où vous êtes importateur net d'énergie, c'est le cas du Maroc, vous ne pouvez être que dépendant des marchés financiers, de la volatilité des prix. Mais quand on dit qu'on est dépendant, qu'est-ce que ça change entre le fait d'importer des produits finis, enfin en l'occurrence raffinés pour le pétrole, et de le raffiner ici? Déjà, on ne parle pas de ce qu'on peut nous produire en tant que pays peut-être producteur un jour, on l'espère, il y a déjà de fortes chances pour qu'on le devienne. Encore faut-il qu'il y ait les infrastructures. Mais est-ce que ça change en termes de prix? Ça dépend en réalité, parce qu'une raffinerie ne ressemble pas à une autre. Il y a forcément les économies d'échelle. Le prix du litre d'un produit raffiné à Rotterdam, ce n'est pas celui de la Samir. Et donc il faut prendre en considération l'ensemble de ces éléments-là. Plus le coût des transports. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'impact sur les devises au Maroc et la réserve de change. Pourquoi? Parce que nous importons de deux choses l'une. Si on a une raffinerie, on peut importer directement le brut en dollars et éventuellement ensuite le raffiner derrière sur les coûts en dirhams. Et donc vous n'avez pas cette succession effectivement de prix en devises. Tandis que quand vous importez du produit raffiné, la raffinerie elle-même importe, surtout parce que nous importons de l'Union européenne, donc elle-même importe en dollars et vous le vend ensuite en dollars. Maintenant, avec les économies d'échelle et le marché du raffinage, qui est quelque chose d'extrêmement compétitif et très spécialisé, donc même avec l'économie d'échelle, il n'est pas sûr qu'il y ait une grande différence au niveau des importations, en termes de prix en tout cas. Alors, en termes de prix toujours, est-ce que si le baril baisse, quand pouvons-nous aspirer à ce que le prix baisse à la pompe? Il y a certainement un décalage, mais par exemple la baisse qui vient d'être, ou la hausse vertigineuse qu'il y a eu au début du mois, quand est-ce qu'elle va se répercuter par exemple sur le prix? Il n'y a pas en réalité de règle économique dans la mesure où vous lisiez tout à l'heure.
les distributeurs importent du carburant. Des fois, ils l'achètent sur le marché spot. Parfois, c'est des contrats à long terme. Et donc, même les prix auxquels ils achètent ces carburants sont différents. Par contre, ils sont stockés au même endroit et vendus dans les mêmes centres de distribution, donc les mêmes stations essence. Et donc, dépendamment effectivement des compagnies qui distribuent le carburant, dépendamment aussi de la législation qui entoure cela, parce que c'est très différent d'un pays à un autre, il n'y a pas de règle tacite entre la baisse des prix du cours et la répercussion sur les stations essence. En revanche, et pour être tout à fait honnête, il y a dans le sens inverse une répercussion plutôt très rapide. Quand les prix du cours augmentent, il faut bien être honnête. Oui. Le contraire n'est pas valable. Il est valable, mais bon, il y a toujours les intérêts économiques qui rentrent en considération. Proportionnelle, non. Alors, non. Il faut prendre une chose en considération, c'est qu'on ne sait pas au Maroc est-ce qu'ils achètent avec un prix spot ou un prix forward. Mais c'est ce qu'il vient de dire, il y a un mix. Je ne sais pas. C'est ce que vient de dire Anas Abdoun. Est-ce qu'on achète sur le long terme ou sur le court terme? Parce que si je prends le gouvernement, la déclaration qui a été faite par le gouvernement, c'est que nous n'avons que 25 jours de stockage. C'est ça. Donc, lorsque vous dites 25 jours de stockage, on a besoin de se confronter à la réalité internationale, donc ça veut dire que vous n'avez pas acheté avec un prix forward à l'époque. Les 25 jours de stockage, c'est la réglementation oui, légale. J'ai compris. Donc, ça veut dire, si vous dites ça veut dire qu'il n'y a pas un prix de forward. Ça veut dire que vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas fait un peu de la gestion de risque par rapport au prix du pétrole. Ça, ce que je trouve, moi, qui sera inadéquat parce que ce n'est pas logique. Normalement, une entreprise comme ça veut dire, j'en parle attention, il n'y en a que 8 entreprises dans le monde. On est d'accord, ce sont des méga entreprises multinationales qui font la distribution des pétroles. Je pense 8 ou 9, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça forme un oligopole au niveau international et c'est vraiment des méga entreprises. Et donc, dans ce sens-là, moi, je pense qu'ils généralement, ils ne vont pas acheter au prix spot. Ça veut dire qu'ils ne vont pas attendre que le prix arrive à 111 ou 130 pour acheter le pétrole. Ça, je ne le pense pas. Et donc, maintenant, pour répondre à votre question, donc c'est une question très complexe. Ça veut dire que si le prix baisse sur le marché, pour que ça soit de façon sine qua non, il faut que le mécanisme de concurrence soit en place. OK? C'est ça. Donc, là, vous mettez le point. J'ai dit sine qua non. Vous mettez le doigt sur un débat qui dure depuis. Non, mais ça, j'ai envie de dire quelques législatures, mais pas quelques temps. Mais j'ai dit, si vous voulez que cette relation soit, je dirais, de causalité parfaite, il faut que ça soit un marché de concurrence. Avant qu'on parle de concurrence, de transparence, est-ce qu'on a une idée sur la composition du prix du litre d'essence vendu? Dans d'autres pays, oui. Non, je parle. Professeur Ferrano. Voilà, restons au Maroc, non. Nous sommes au Maroc. Alors parlons du cas du Maroc. Je suis pas expert Comment est calculé le litre? Je ne suis pas expert en énergie. Je pense que peut-être notre collègue. Vous, en tant qu'économiste, vous avez déjà posé la question. Voilà, je me suis posé la question, mais ce que je sais, c'est que dans tout ce qui est la différence entre le brut et le net, ça veut dire tous les frais qui sont payés, théoriquement, sur le plan international, en moyenne, ça représente 50% de plus dans le prix du baril. C'est ce que je sais. Très sur le plan théorique. Maintenant, et le raffiné, vous voulez dire. Voilà, pour passer du brut vers le raffiné. Je n'introduis pas ici la marge bénéficiaire. Donc ça représente 50%. Je parle ici. C'est là où la concurrence intervient. Oui, donc c'est 50% du prix. Ça veut dire, par exemple, je dis n'importe quoi, si on achète avec le litre avec 4 dirhams ou 5 dirhams brut, donc on va rajouter 50%, c'est le prix. Et après, c'est la marge bénéficiaire. Et après, il faut rajouter les taxes. Il faut rajouter aussi les taxes parce que nous avons une très grande taxation. Voilà. Donc, dans ce sens-là, dans cette perception-là, donc je pense que maintenant, en détail, pour le Maroc, ça n'existe pas. Mais maintenant, dans les pays qui ont vraiment libéralisé, OK, je prends toujours l'exemple du Canada parce que au Canada, c'est vraiment la transparence totale. Vous savez très bien ce que gagnent. On est libéralisé aussi. Hein. Ah oui, enfin, mais je sais. Pour les hydrocarbures. J'ai dit pour le pétrole, pour les pays qui ont vraiment une certaine expérience en termes de libéralisation, vous avez une nomenclature qui décrit très bien comment le prix est déterminé. Mais moi, j'ai répondu sur le plan un peu macroéconomique et théorique. J'ai dit, si vous voulez que la relation soit vice-versa, ça veut dire de façon réciproque, ça augmente, ça baisse, il faut que la concurrence soit instaurée. Très bien. Chose qui n'existe pas sur le plan mondial. Anas Abdoun, une réponse sur cette question-là. Est-ce que vous avez, vous, en tant qu'expert en hydrocarbures dans ce secteur-là, est-ce que vous avez une idée sur la composition du litre vendu à la pompe? Au Maroc, c'est en réalité particulier parce que, effectivement, comme ce qui a été souligné, la marge est dans le raffinage. C'est là où il y a la marge la plus importante. Nous, au Maroc, on importe du produit raffiné. Et donc, à ce moment-là, c'est extrêmement simple. Vous importez le produit raffiné, vous ajoutez la marge des distributeurs, ensuite à la taxation, et puis vous avez le résultat ensuite. Combien? Quelle est la marge aujourd'hui des distributeurs? Personne ne peut vous le dire dans la mesure où, simplement, il n'y a aucune réglementation au Maroc qui impose
à aucune entreprise, d'ailleurs ni dans les hydrocarbures ni dans un autre secteur, justement parce qu'on est dans une économie libérale, personne ne vous impose de dire quelle est exactement la marge. Cela dit, si l'on regarde un petit peu les proportions de trade en termes de quantité et de distribution, la marge, en réalité, parce que c'est un débat qui est extrêmement récurrent, quand les prix augmentent, c'est tout de suite la marge de distributeur. En réalité, si on est tout à fait honnête sur la question, la marge n'est pas si importante sur le litre, elle est plus sur la masse. Et c'est là où je rejoins effectivement ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, c'est des grandes entreprises, ces grandes entreprises-là, en tout cas ce qu'on appelle les majors dans le jargon, on ne va pas citer de nom, mais les grands groupes internationaux, font plus de marge dans l'exploration et le raffinage que dans la distribution. Et généralement même dans certains pays, notamment développés, en Europe et en Amérique du Nord, les stations-service et le prix de ces stations-service sont même un produit d'appel pour ensuite vendre autre chose derrière. C'est dire qu'effectivement la marge est plus dans la masse, la marge bénéficiaire effectivement est plus dans la masse que véritablement sur le litre qui n'est pas très importante. Mais encore une fois, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de dire quelle est exactement la marge de chaque bénéficiaire parce qu'il n'y a aucune loi qui le demande, ni au Maroc ni ailleurs. Alors, pour des pays qui sont producteurs, vous avez évoqué tout à l'heure cette comparaison entre le prix du litre d'essence au Maroc et ailleurs. Il y a eu un ministre du gouvernement qui a fait une comparaison entre le litre d'essence au Maroc et qui coûtait beaucoup moins cher qu'à Dubaï ou encore aux États-Unis. Un commentaire là-dessus. Commentaire, c'est que... J'imagine que vous avez vu ces déclarations. Je l'ai vu, mais c'est même la déclaration du chef du gouvernement qui a parlé que lorsqu'on fait une comparaison, on peut comparer tout et on peut avoir tous les résultats qu'on veut. Mais ce sont des pays producteurs, oui, je pas sais. Importateurs. Mais voilà, mais la comparaison n'a de sens que si vous calibrez vos informations. Ça veut dire vous calibrez et vous cadrez. Maintenant, vous allez comparer le Maroc avec un autre pays comme la France, très bien, vous comparez, mais vous comparez dans tout. Vous comparez dans les services publics, vous comparez dans les services sanitaires, vous comparez dans la sécurité, vous comparez dans tout. Ça veut dire que vous prenez une comparaison globale. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez sifflé, c'est que si je prends le SMIC au Maroc et le SMIC en France, ce n'est pas la même chose. Et on demande à un agent, si vous prenez la classe... Moi, je ne vais pas prendre le SMIC, je vais prendre maintenant le salaire moyen. Nous avons le HCP qui produit un peu ce qu'on appelle la moyenne des revenus des ménages. Vous savez, c'est combien? C'est à peu près 500 €. Je parle de la moyenne. Ça veut dire on parle un peu de la moyenne de la population si vous incrémentez tout ce que vous voulez. Je ne parle pas des 10% du quanti le plus élevé des revenus. On a des revenus qui sont très élevés au Maroc, mais la moyenne, c'est 500 €. Ça veut dire 5500 dirhams à peu près, etc. Si je prends données HCP. Donc maintenant, oui, je peux comparer le pétrole. Il est plus faible que la France, que Luxembourg, etc., etc. Mais en termes de revenus, on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas les mêmes services publics. Maintenant, très bien, il y a même des déclarations qui disent que la classe moyenne doit oublier ses voitures. C'est-à-dire, si vous voulez prendre une voiture, voilà, ne prenez pas votre voiture. Déclaration du porte-parole du gouvernement. Oui, mais ça, moi je suis tout à fait d'accord. Mais si on a l'infrastructure qui existe dans les pays qui sont comparables avec ce que vous comparez. Donc les moyens, je parle ici des moyens de transport. Ça veut dire, si vous prenez par exemple une ville qui est tout près de nous, par exemple Barcelone ou Madrid, est-ce qu'on a la même infrastructure ? Et donc là, si on avait la même infrastructure, je pense que même on devra réduire, on n'aura même pas besoin de voiture. Maintenant, la voiture au Maroc, moi je crois, ce n'est pas un luxe, c'est un moyen de transport. Parce que nous n'avons pas de cette infrastructure qui permet de vraiment un déplacement très efficace pour les citoyens. Est-ce que, vous parlez de la voiture, je vais vous parler de transport. Il y a eu ces aides qui ont été débloquées par le gouvernement pour les transporteurs. Ça a déjà coûté 1 milliard de dirhams selon le ministre du Budget, c'est la déclaration qu'il a faite cette semaine. 1 milliard de dirhams, est-ce que ces 1 milliard ont été déboursés à bon escient? 1. 2. Est-ce qu'on l'a vraiment senti pour le consommateur? Même s'il y a eu rétropédalage sur la première mouture de cette aide qui a été débloquée, après on est revenu dessus, on a essayé d'arranger les choses pour mieux cibler, selon vous. Voilà, regardez, moi je positive ces éléments-là parce que toute aide qui va être donnée à une certaine classe sociale, elle est la bienvenue. C'est-à-dire, si vous avez aidé, je comprends que les transporteurs publics, que ce soit les taxis, que ce soit les cars, etc., tous les transporteurs publics, ils ont subi. C'est-à-dire, pendant une certaine période, je pense 2 ou 3 mois, ils ont subi un peu la flambée des prix. Et donc, le plus important, c'était quoi? C'est qu'il y avait des revendications qui vont augmenter un peu le prix qui est tarifé à la population. Maintenant, la population qui utilise ces moyens de transport, que ce soit les taxis, etc., je pense que c'est la population qui est un peu inférieure à la médiane des revenus au Maroc. Et donc, ce qui veut dire que cette aide, moi, je la prends de façon très positive. C'est bien. Mais maintenant, c'est une solution qui n'est pas une solution radicale. Ça veut dire que ce n'est pas une solution... maintenant, si le prix commence à augmenter, si on arrive... il y avait des pronostics, il y avait même les producteurs qui avaient cette hypothèse-là ou ces prévisions-là. Si le prix du baril arrive à $200, ce n'est pas ce qui va se passer. Maintenant, alors, comment on va faire à ce moment-là?
qui va subir? Comment vous allez aider? Et donc là, on va revenir à un débat qui était délaissé aujourd'hui. Je pense qu'il revient uniquement sur le plan politique. Est-ce que cette caisse de compensation, est-ce qu'elle doit être revue d'une certaine manière ou d'une autre? C'est-à-dire, est-ce que le pétrole, c'était une bonne décision de le faire sortir? Et est-ce qu'il faut le faire revenir, etc., etc. Mais en termes d'aide, moi, je pense que c'était une aide qui devait se débourser, mais ce n'est pas une solution. Parce que maintenant, le prix, il est à 15 dirhams au Maroc, bon 14,5, 14,6, 15, etc., dépendamment du transport par rapport aux régions. Mais maintenant, comment on va faire? Est-ce qu'on va continuer à aider les transporteurs? Est-ce qu'on va augmenter le prix du transport, etc., etc. Donc, quelle est la solution? Donc, ces solutions, moi, je crois que ce sont des solutions de très court terme. Ça veut dire qu'ils essaient un peu de faire une certaine accalmie par rapport à ce qui se passe sur le plan social et aussi sur le plan économique. Mais il faudra réfléchir à des solutions qui sont pérennes, ça veut dire sur le moyen et sur le long terme. Et je pense qu'il n'y a pas de visibilité. Maintenant, si je prends toutes les déclarations qui sont faites par les institutions, la Banque mondiale, il y a aussi l'Organisation du commerce international qui parle d'un ralentissement jusqu'à fin 2025. Et donc là, vous avez aussi la Chine qui commence un peu à revenir un peu dans ça et se referme sur elle par rapport. Il y a toute une crise aujourd'hui sur les produits qui sont exportés de la Chine. Et donc là, il y a toutes des problématiques que je pense qu'ils vont perdurer. Donc il faudra trouver des solutions qui seront pérennes. Maintenant, donner 2000 dirhams ou 7000 dirhams ou 4000 dirhams pendant une certaine période, moi je pense c'est une solution, mais c'est une solution très court-termiste. Ce n'est pas une grande réflexion. Parce que j'ai dit, je pense, je l'ai dit dans une émission avec vous, je l'ai dit, c'est que ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est de trouver des solutions qui sont innovantes. Mais l'économie, elle marche d'elle-même. Ça veut dire l'économie, elle marche d'elle-même. Ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est de trouver des solutions. Mais est-ce que ces solutions innovantes pour que l'économie marche d'elle-même? Parce qu'il n'y a pas que le consommateur qui est touché, hein. Il y a aussi les entreprises. On ne parle pas de ces entreprises qui sont impactées par la hausse des prix des hydrocarbures. Oui. Sans parler que même avec l'aide des transporteurs, et je voulais justement vous interpeller dessus, il y a l'aide, mais en même temps, tout coûte très cher aujourd'hui sur les étals des marchés. C'est ce que j'ai dit, il faut trouver des solutions même qui sont... dans le commerce, je veux dire, hors produits alimentaires, tout coûte plus cher. Vous savez que... 40, 50, 100%, 200% plus cher. Oui, tout à fait. On dit non, mais c'est à cause des hydrocarbures. Il y a aussi un autre problème que personne ne soulève, je vais le soulever ici, c'est que... Faites donc. Voilà, c'est que nous avons aujourd'hui des stratégies qui sont en train de se réaliser par des entreprises. Si vous rentrez dans les marchés maintenant, vous allez trouver qu'il y a quelques produits qui sont en train de disparaître. Il y a plus quelques produits. Pour 2 mois, 3 mois, quelques produits. Cherchez-les, vous allez retrouver. Et lorsque vous posez la question, on vous dit l'entreprise a arrêté de produire maintenant. Entreprise marocaine ou une entreprise qui importe, etc., ce n'est pas très important. Maintenant, ce qui est très important, c'est que où est-ce qu'il y a le contrôle? Pourquoi cette entreprise a arrêté de fournir le bien ou le service? C'est parce qu'il y a une stratégie de prix qui est en train de se monter. Ça veut dire qu'ils vont augmenter le prix, ou je ne sais pas. Donc là, ce dont je parle, c'est que ce n'est pas uniquement des mécanismes de politique économique qu'il faut mettre en place, c'est également des mécanismes de contrôle. Ça veut dire qu'il faudra rentrer en détail. Maintenant, oui, je rejoins notre ami sur l'idée que nous sommes dans une économie libérale, ça veut dire on laisse le prix déterminé par le marché, mais où est-ce qu'il est ce marché? Le marché exige la concurrence. Le marché exige une certaine atomicité. Ça veut dire qu'il faut que le nombre d'acteurs soit assez élevé pour que personne ne peut maîtriser le prix. Mais que représente ce marché pour qu'il y ait beaucoup d'acteurs? Anas Abdoun. À l'échelle mondiale, pas grand-chose en réalité. Oui. Lorsqu'on parle de carburant ou de produits pétroliers, ce qu'importe le Maroc, que ce soit en brut avant la fermeture de la Samir ou en produits raffinés, c'est pas tout à fait important. Et d'ailleurs, même la présence des distributeurs au Maroc, effectivement, on parlait de leur marge, etc. Je veux dire, on n'est pas dans un marché de prix d'élection. C'est vrai pour les hydrocarbures, c'est vrai pour autre chose. On est un marché de 35 millions, de 35 millions de personnes. Si vous prenez en plus la classe moyenne et les ratios de consommation, effectivement, on n'est pas un marché qui va pousser à une grande une multiplicité des acteurs. Et cela arrange un peu tout le monde? Je ne sais pas si cela arrange tout le monde, mais en tout cas, c'est des données économiques qu'il faut prendre en considération. Parmi ces données économiques, parmi les questions que je me pose aussi, que représente le ratio de consommation de pétrole raffiné, donc d'hydrocarbures, enfin de diesel, essence? Est-ce qu'on a un ratio entre professionnel, donc usage professionnel, industriel, etc., et particulier? Pour les carburants, c'est-à-dire diesel et essence, je pense qu'on est à plus de 85% pour de la consommation. Là où on est véritablement sur les sources énergie qui viennent pour les industries, c'est essentiellement du charbon. Et donc là, on a la problématique très importante des paiements. On
on importe le gros de nos charbons, à peu près 40% de Russie. Il y avait une problématique des paiements par rapport aux banques qui était un petit peu frileuse, etc. Et donc là, on avait une véritable... ça montrait finalement aussi le manque de diversité de nos importations, ce qui est relatif aux industries et aux entreprises. Et puis on a également le gaz. Et en réalité, c'est ça qui est intéressant parce que effectivement, il faut se concentrer sur la part de carburant qui impacte les ménages et la hausse des prix qui impacte les ménages. Mais on a eu ces derniers temps deux, finalement, crises majeures qui étaient toutes deux en réalité prévisibles. C'est celle du gaz, j'imagine qu'on y reviendra, avec l'arrêt du GME, du gazoduc Maghreb-Europe qui a été arrêté par l'Algérie, qui a impacté directement les industries plus que les ménages. Et puis, on a effectivement la problématique du charbon et les banques marocaines ont refusé de payer, ont été frileuses de peur de l'extraterritorialité des sanctions américaines. Et sur ces deux plans-là, on n'était pas effectivement dans une volatilité des prix ou un affolement des marchés, c'était des considérations politiques, des considérations géopolitiques, diront certains, qui étaient tout à fait prévisibles. Je veux dire, l'arrêt du gazoduc GME, c'était franchement prévisible au vu des déclarations, au vu de l'animosité que l'on connaît. Et j'ai été relativement surpris de voir qu'on n'avait pas investi des terminaux de regasification pour le gaz naturel liquéfié, par exemple. Enfin, pour le charbon, quand vous avez 40%, 45% d'importation de votre charbon qui vient de Russie, effectivement, il est bon marché. Effectivement, il n'y avait pas eu de problématique au préalable. Mais enfin, dès 2014, on a vu qu'il y avait peut-être, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, quelques problématiques au niveau des sanctions. Et puis, au moment donné où la Russie, bien avant l'intervention militaire, amassait des troupes à la frontière de l'Ukraine, au moment où l'administration américaine disait il y a une invasion qui se prépare et puis que la Commission européenne prenait des dispositions, au Maroc, on continuait à importer jusqu'à 40-45% du charbon en Russie. Et donc là, ça pose vraiment un problème stratégique. Et quelle était la réponse des sociétés importatrices à ce moment-là? C'est de dire, ce n'est pas un problème parce qu'on a à peu près un mois de stock. Ce qui est vrai, parce que techniquement, en temps normal, c'est un argument qui est valable. En ce sens où un mois de stock, vous pouvez reconfigurer le marché avec différents partenaires internationaux pour le charbon, notamment l'Indonésie, l'Australie, etc. Simplement, nous sommes aujourd'hui a fortiori dans le marché des matières premières, dans un marché extrêmement tendu. Et donc, plus 80%. Absolument. Et donc, un mois de stock. Sur le prix du charbon. Non seulement les prix augmentent, oui, mais la demande augmente. Et l'offre, elle, stagne, si vous voulez. Oui. Et donc, un mois pour retrouver pour reconfigurer les importations de charbon à hauteur de 40% de vos besoins, là où c'était un temps en réalité confortable, ça devient en réalité extrêmement problématique. Et quand bien même vous pouvez le faire, vous allez cette fois-ci l'acheter au marché de spot et donc à un prix beaucoup plus élevé, ce qui va encore une fois impacter la balance commerciale au Maroc. Et donc ce qui nous manque en réalité, c'est une vision prospectiviste, stratégique, surtout, et je ne dis pas ça parce que c'est mon domaine de prédilection naturellement, mais lorsqu'on parle d'énergie, on parle ici d'un élément fondamental de la souveraineté économique et politique d'un pays. Quand on parle du charbon, et on parle c'est-à-dire de coûts calorifiques, enfin pas de coûts calorifiques, mais de production calorifique, et en face le gaz. Qu'est-ce qui est plus polluant. Déjà compétitif. Non, polluant. La question ne se pose pas. Mais qu'est-ce qui est le plus compétitif et comment le Maroc répond par rapport à cela? Ça dépend un petit peu de vos utilisations, mais grosso modo, ce qui est intéressant, c'est que le charbon était beaucoup plus... le coût du charbon était plus intéressant que le coût du gaz, surtout avec l'augmentation que l'on a connue maintenant. Mais à long terme, c'est-à-dire le coût de revient de gaz est en train de diminuer avec de nombreux acteurs qui sont en train d'émerger sur le marché. La stratégie du Maroc, en réalité, je pense, elle était double. Elle était celle de sécuriser ses approvisionnements en charbon, parce que la part d'électricité au Maroc vient encore du charbon. À hauteur de la moitié de notre production électrique vient du charbon. Et donc, on est extrêmement dépendant sur ce point-là. Premier élément. Et puis, deuxième élément, il y avait effectivement la volonté du Maroc de se poser dans l'industrie de ce qu'on appelle le midstream, donc vraiment le marché intermédiaire du gaz, avec un certain nombre de projets. Il n'y a plus le gazoduc Maghreb-Europe qui nous assurait en réalité un gaz à prix compétitif par rapport au marché. Maintenant, on est dans un partenariat avec les Espagnols pour refluer effectivement le gaz au sens inversé. Renverser la vapeur, effectivement, avec des importations, avec des importations de, c'est un bon jeu de mots, avec des importations de LNG qui viennent des États-Unis. Et puis on a ce projet à long terme effectivement qui est le gazoduc Maroc-Nigeria, qui a reçu l'approbation de l'ensemble des pays de la CEDEAO, qui est extrêmement important parce que dans ces grands projets d'infrastructure, vous avez deux problèmes fondamentaux en réalité. Le premier, c'est d'avoir l'adhésion de l'ensemble des pays par lesquels le gazoduc va passer, et puis le deuxième problème, c'est le financement.
Sans ces deux problèmes, on a vu beaucoup de projets d'infrastructures gazières et pétrolières ne pas aboutir. Et là, ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est de voir effectivement que il y a plus qu'un accord des pays de la CEDEAO pour que le gazoduc traverse les pays respectifs. Il y a un engouement sur ce projet-là. Il y a même eu la proposition de fusionner donc, le Nigeria Morocco Gas Pipeline avec le West African Gas Pipeline pour que toute la région puisse en bénéficier avec les retombées économiques, avec les retombées de coopération économique plus intense entre les pays, en plus des retombées énergétiques, d'une part. Et puis, deuxièmement, cela permet en réalité au Maroc de se positionner comme un acteur important dans le marché du gaz et du pétrole. Parce que ce qu'il faut savoir et à prendre en considération, le Maroc a une bonne marque. La marque Maroc fonctionne à travers le monde quand on parle aux investisseurs étrangers, etc. Sauf que les entreprises du gaz et du pétrole, en réalité, c'est un écosystème, c'est une niche. Et donc, lorsqu'on voit que le Maroc arrive à réaliser des infrastructures comme ceci, qu'il y a un engouement de la part des pays de la CEDEAO, et puis qu'il y a un engouement au niveau du financement. Je veux dire, on a les fonds de l'OPEP, les fonds de... Là où peut-être pourrait se poser finalement, c'est le nerf de la guerre. Effectivement, on a un coût qui est de 25 milliards de dollars. Lorsque le projet a été annoncé en 2016-2017, tout le monde disait c'est absolument impossible. Je veux dire, pour que le Maroc lève 25 milliards de dollars, on rêve en couleur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Maroc et le Nigeria. Le Maroc et le Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons eu la première phase de faisabilité, donc l'étude de faisabilité qui a été faite par un cabinet britannique qui a été très encourageante. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une deuxième phase. La deuxième phase a été financée notamment par le fonds souverain de l'OPEP, donc qui inclut le Nigeria notamment, et le fonds, je crois, de la Ligue islamique, qui a financé ces projets-là. Donc on a un engouement à la deuxième phase d'étude de faisabilité. D'habitude, les financements se précipitent vraiment sur la finalisation de ce projet. Et puis, il y a la déclaration du ministre du Nigeria qui est quand même, qui doit absolument être pris en considération. Il disait que les investisseurs se pressent, notamment d'ailleurs les Russes, qui ont un savoir-faire technique, notamment dans la construction de gazoducs. Et tout ceci arrive à un moment clé. Un facteur géopolitique important, c'est que, comme je le disais en préambule de l'émission, l'Europe cherche absolument à diversifier les partenaires qui sont les siens. Alors, elle cherche du côté, effectivement, du Turkménistan, de l'Azerbaïdjan. Des États-Unis notamment. Ils se sont bien positionnés sur l'Europe aujourd'hui. Oui, c'est effectivement parce que sur le gaz naturel liquéfié, ils sont relativement compétitifs. Le Qatar aussi a augmenté considérablement ses exportations et a d'ailleurs commandé plus d'une centaine de méthaniers pour avoir, la mainmise sur le marché du gaz naturel liquéfié. Mais malgré tout cela, ça ne suffit pas. Et donc, on regardait quels sont les partenaires sur lesquels on pouvait compter à proximité géographique, je dirais, de l'Europe. Il y avait la Norvège qui était déjà en capacité maximale. Oui. Quand on regardait l'Algérie, parce qu'on a vu effectivement la visite de Mario Draghi pour augmenter la production. Or, aujourd'hui, on sait que si on regarde la production algérienne de gaz et l'exportation algérienne de gaz depuis 2014, elle a été en déclinaison. Pour une raison très simple, le principal puits de gaz, qui est celui de Hassi R'Mel, est en fin de vie. On a donc une production qui décline et on a une consommation locale interne qui explose. On a 99% de l'électricité en Algérie qui provient du gaz. Pour vous donner un titre d'exemple, on est à moins 10% ici au Maroc. Tout a été gaz et donc du coup, forcément, la part qu'on met dans l'export diminue drastiquement. Et donc on s'est très vite rendu compte que l'Algérie n'était pas une alternative à long terme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'exportation vers l'Espagne a diminué de plus en plus parce qu'elle a signé un accord avec l'Italie et l'Algérie n'était pas en capacité technique d'assurer les 30 milliards de mètres cubes à l'Italie et de continuer à honorer ses contrats avec l'Espagne. Et donc dans cette reconfiguration, vous cherchez simplement la première réserve de gaz en Afrique, je vous le mets dans le mille, c'est le Nigeria. Et donc tout d'un coup, le projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc prend tout son sens. Et puis je termine par là, cette semaine encore, la Commission européenne a dit avoir débloqué un fonds de 300 milliards de dollars pour accélérer la transition énergétique. Et lorsque l'on regarde le texte, il y a 2 points qui sont en réalité une aubaine pour le Maroc, très rapidement. Le premier point, c'est d'accélérer donc, la multiplication des partenariats sur les hydrocarbures. Et donc là, le gazoduc Maroc-Nigeria prend tout son sens. Et puis le deuxième point, c'est quoi ? C'est de trouver des alternatives dans les énergies renouvelables, notamment sur l'hydrogène. Et qui s'est positionné depuis plus de 10 ans maintenant sur la question de l'hydrogène, sur la question de l'hydrogène vert et des partenariats avec l'Union européenne ? C'est le Maroc, parce qu'elle avait une vision véritablement avant-gardiste sur cette question-là. Et donc là, on est dans un alignement des planètes qui est très favorable au Maroc. Encore faut-il convertir l'essai. Encore faut-il convertir l'essai. Merci pour ce cours magistral. Vraiment, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je ne vous ai pas interrompu. Là, on entend tout ça.
On entend que ces factures de gaz, mais aussi surtout de charbon, sur lesquelles on dépend fortement pour produire notre électricité. Alors, deux scénarios qui me viennent à l'esprit, professeur Ferrano. Le premier, c'est que l'ONE est déjà déficitaire, parce que cela risque de creuser davantage le déficit de cette entreprise publique, rappelons-le. Secondo, est-ce qu'on risque de payer nos factures d'électricité plus cher cet été, ou à partir de cet été? Bon, il y a 2 jours, je pense, la Tunisie a augmenté le prix de l'électricité. Il y a aussi d'autres pays au Moyen-Orient. Il y a la Jordanie aussi qui a augmenté un peu la facture de l'électricité. Et je pense en Europe aussi, nous avons la même séquence d'augmentation des prix. Maintenant, au Maroc, moi, je pense que nous avons le pétrole qui est libéralisé. Donc, on subit le pétrole. Je ne pense pas que le gouvernement va partir vers ça. Ça veut dire, je ne pense pas qu'il y aura une augmentation sur le court terme ou sur le moyen terme par rapport au prix de l'électricité. Et je pense que si cette décision est prise comme ça, je serai... Qui va payer le pot qui va payer la différence? Voilà. J'ai envie de dire les pots cassés, mais ils sont Regardez, pas vraiment cassés. Le Maroc, je vais le dire oui. de façon un peu... Je peux le dire un peu sur le plan théorique, mais le Maroc, je pense il y a 10 ans, 15 ans, il a pris la décision que les chocs réels doivent être subis par les ménages. Ça, c'est une décision qui a été prise. Elle est passée en silence, mais maintenant, tous les chocs qui se passent au niveau international, ils sont subis par les ménages. Ce que vous dites, c'est qu'on risque aussi d'avoir donc ça veut dire, des non, factures mais plus là, chères. nous avons une marge d'intervention. Ça veut dire, je ne pense pas que le gouvernement prendra une décision pour pouvoir alourdir les charges des ménages. Nous sommes déjà dans une situation où le pouvoir d'achat, il est, je dirais, en berne, où il baisse de façon drastique. Nous avons également, ce n'est pas ça uniquement, nous avons un taux d'inflation qui aura à augmenter encore plus avec l'augmentation qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Et vous l'avez cité de façon très simple, c'est que tout un chacun, lorsqu'il rentre sur un marché, il voit très très bien que tous les prix ont augmenté, ça veut dire sur tous les produits. Et lorsque vous posez la question très simpliste à un vendeur, je dirais un retail, lorsque vous posez la question à quelqu'un comme ça, il vous dit tout a augmenté depuis le fournisseur. Ça veut dire là, je dirais la boule de neige par rapport au scénario inflationniste, elle est là. Et donc maintenant, si vous augmentez le prix de l'électricité, c'est les ménages qui vont payer, mais c'est également les entreprises. Et il ne faut pas oublier aussi que ça aura non pas uniquement un effet direct uniquement, ça veut dire sur les factures qu'on va recevoir, mais ça aura un effet indirect parce que ce sont les énergies. Et nous avons vu ça. Ça veut dire libéraliser le prix du pétrole, ça n'a pas posé de problème. Ça veut dire à l'époque, parce que le prix était à 7, à 8, je dirais, on jalonnait entre les 7 jusqu'à les 10 dirhams. Mais aujourd'hui, on voit très très bien que cette libéralisation et cette augmentation euphorique des prix a un impact pas uniquement direct sur ceux qui utilisent leur voiture ou sur la consommation des particuliers, ça a aussi un impact sur les marchés des biens et services. Tous les produits augmentent et maintenant, tous les produits augmentent. Est-ce que c'est en raison du pétrole? Je ne sais pas. Hein. C'est une question aussi qu'il faut se poser parce que l'augmentation des prix peut venir d'autre chose. Lorsque vous êtes dans un marché qui n'est pas concurrentiel, le profit ou le markup qui est fait par l'entreprise, vous ne pouvez pas le détecter. Vous ne pouvez pas savoir quelle est la raison exacte de l'augmentation des prix. Et j'ai dit, je pense sur ce plateau-là, j'ai dit une remarque très importante. Au moment, lorsqu'on était en Ramadan et avant le Ramadan, lorsqu'on a augmenté les prix du pétrole, nous avons augmenté le prix du pétrole aux alentours de 13-14. C'est quoi le lien entre 13-14 et la tomate qui est passée de 4 à 10 dirhams et à 15 dirhams? Si c'est le prix du pétrole. Donc finalement, lorsque vous posez la question à quelqu'un qui est spécialiste dans la production, un agriculteur ou même un vendeur, un retail qui vend ça, il va vous dire au maximum, ça va être 0,03 dirhams d'augmentation pour le kilo. Et donc là, les mécanismes du marché, les mécanismes de contrôle et de concurrence, ils jouent un rôle. Et donc là, si on n'arrive pas à réguler ce qui se passe à l'international, parce que nous sommes à taille très réduite, au minimum, régulons ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire libéraliser, oui, c'est bien. On ne peut pas libéraliser. Contrôler, c'est mieux. On ne peut pas libéraliser sans régulation. Ça, c'est un principe. La libéralisation implique la régulation. Moi, je le dis. Quand vous dites régulation, parce que on revient là au carburant, je vais vous dire, et quand vous dites régulation, est-ce que vous entendez par là plafonnement? Et pour qu'on... Non, ce que j'entends par régulation, c'est que moi, si vous me posez la question de façon, en tant qu'économiste, et vous me dites libéraliser le prix de pétrole, je vais vous dire, on ne devait pas le libéraliser si on n'a pas la nomenclature des prix. Il fallait définir les composants du prix et après libéraliser. Maintenant, libéraliser sans savoir ce qui se passe à l'intérieur du prix, je m'excuse, ça, ce n'est pas de l'économie. Très bien, ce n'est pas de l'économie. Vous avez évoqué tout à l'heure ce plan Marshall énergétique de l'Union européenne, Repower EU, comprenez, Repower l'Union européenne.
Ça implique l'utilisation des énergies renouvelables, bien sûr. Et cela m'amène aussi à la dernière partie de cette émission, puisque nous ne pouvons pas parler de mix énergétique sans parler des énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui en renouvelable, Anas Abdoun, au Maroc? Et qu'est-ce qu'on consomme en renouvelable? Alors, je n'ai pas en tête les chiffres du mix énergétique. On connaît une forte croissance, je crois qu'on est autour de 9% à peu près tous les 2-3 ans, donc ce qui est intéressant. Et moins 40% de production solaire sur le premier mois de l'année. J'y venais. Cela dit, effectivement, la part du renouvelable aujourd'hui est encore très faible parce qu'il ne faut pas confondre la croissance et le ratio. Et c'est souvent ce que l'on fait. On connaît une forte croissance de la part des énergies renouvelables parce qu'on part de zéro. Et donc, par définition, qu'on entend plus 30%, plus 40%, on a l'impression qu'on va arriver à un mix énergétique où tout le Maroc va fonctionner à l'énergie solaire et éolienne. On n'y est pas encore. Oui. On part, je le disais tout à l'heure, encore aujourd'hui, on est à peu près à 50% de la production électrique qui provient du charbon. C'est encore plus pour d'autres types d'utilisation industrielle, etc., où là on est encore plus que 50%. Et donc l'idée, c'est de progressivement réduire cette part-là avec le renouvelable. Il y a 2 points fondamentaux à prendre en considération dans l'analyse qui est la nôtre. Le premier, c'est le potentiel. Le potentiel, il est là. Il a été prouvé et reprouvé. Je veux dire, on a un potentiel solaire, éolien extrêmement important, de quoi effectivement pouvoir arriver au fameux objectif de 52%. On y arrivera beaucoup plus tard, il ne faut pas se cacher. Mais en tout cas, y arriver, peut-être même le dépasser. En revanche, l'investissement dans les infrastructures en termes de solaire et d'éolien, ça coûte extrêmement cher. C'est un mauvais calcul ? Non, ce n'est pas un mauvais calcul, c'est un calcul à long terme. Et donc, est-ce que ce calcul à long terme n'a pas été pris en compte, en l'occurrence par Mazen ? Je vous laisse Non, je vous laisse le soin de répondre à cette question, parce que, effectivement, puisqu'on parle d'infrastructure, il y a une institution qui accompagne la mise en place de ces infrastructures. Il y a eu une polémique au niveau des choix. Les choix technologiques de Mazen. Les choix technologiques, voilà. Effectivement. Ben ça, j'y reviens pas. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va vers le solaire. Quel est le choix technologique? Quel type de technologie privilégier? Effectivement, ça, c'est un débat à avoir entre le ministère de l'Énergie et les agences gouvernementales qui sont liées. Je veux dire, le but, c'est de comprendre quelle est la finalité du mix énergétique. Parce que si vous arrêtez simplement un débat technologique, vous perdez de vue effectivement l'objectif à long terme. L'objectif à long terme, c'est d'augmenter la part effectivement solaire, on parle beaucoup de solaire, mais surtout éolien. Mais qu'elle soit compétitive, cette part. C'est-à-dire, c'est bien, oui, naturellement, il faut d'augmenter, mais il faut aussi prendre en compte, puisqu'on parle de coûts. Ça va dans les deux sens. Voilà. Ça va dans les deux sens. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire qu'au moment... technologique. D'où le choix technologique. Et puis, quand on a un baril, effectivement, à 50 ou 60 $ qui retombe du fait des agrégats économiques, etc., le prendre en considération également dans le plan de transition. Et donc, je pense qu'on est là véritablement pas dans de la politique, enfin, on n'est pas dans de l'énergie ou de l'analyse des potentialités énergétiques ou de l'avenir énergétique. On est en vérité dans un débat de politique publique. Quel est le choix que l'on fait sur le long terme? Effectivement, quelle est la part entre les nécessités d'amener une alternative viable aux hydrocarbures parce qu'on est dépendant des hydrocarbures et que ça n'impacte pas tout de suite, ou du coup le moins possible, le panier du consommateur. Là, on est dans la politique publique. Et donc, c'est tout gouvernement ou gouvernement successif, parce qu'on est dans des politiques à long terme, d'apporter les réponses sur cet équilibrage à faire. Est-ce qu'il y a une solution, une alternative pour remédier au manque? Je voulais dire aussi retard à gagner, selon vous? Retard à gagner, c'est-à-dire? Sur les énergies renouvelables, en l'occurrence, pour le Maroc. Non. Je veux dire, le mix énergétique, il est connu. Quand on parle de mix énergétique, c'est toujours des politiques à long terme, par définition. Et donc, simplement, c'est de voir le renouvelable, donc le solaire et l'éolien, étaient en préalable tournés vers l'électricité et la production d'électricité. Et ensuite, il y a eu le ministère de l'Industrie qui a dit non seulement il doit être pour la production électrique, mais ensuite tourné vers l'industrie pour qu'on puisse être compétitif à l'export avec cette taxe carbone qui arrive. Je veux dire, on n'y est pas encore. Je veux dire, on commence à mettre des objectifs, alors qu'en réalité, dans le mix énergétique qui est le nôtre, on n'y est pas encore. Je pense qu'il faut véritablement être serein et suivre cette étape de transition qui est nécessaire, mais étape par étape. On est déjà en train de penser la redirection de l'électricité, de l'énergie renouvelable vers l'industrie. Je veux dire, commençons par augmenter considérablement cette part-là au Maroc, et ensuite on verra, est-ce qu'on la redirige vers le consommateur, vers l'industrie ou même vers l'export. Mais je veux dire, il faut y aller étape par étape. Encore faut-il, déjà l'étape première, c'est la régulation, le cadre réglementaire et cette loi sur l'autoconsommation, le nouveau projet de loi sur l'autoconsommation et sur l'autoproduction. Pourquoi ça bloque, selon vous, professeur Ferrano? Alors que je pense que c'est le chaînon premier, pas manquant,
pour qu'on puisse aspirer à devenir un pays qui soit réellement orienté vers un mix énergétique qui dépend des énergies renouvelables? La question de pourquoi ça traîne ou pourquoi ça ne prend pas sa route très rapidement, c'est ce qu'on vit au Maroc. Vous avez beaucoup de lois qui ont perduré au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement. Vous avez la charte d'investissement qui n'est pas encore... On est en train de la travailler. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on parle de ça. A priori, elle serait finalisée. Elle serait déposée incessamment au gouvernement. Vous avez parlé du circuit. Elle est toujours dans le circuit. Ça veut dire qu'il y a des années qu'elle est dans le circuit. Donc maintenant, moi, je ne rentre pas. Vous savez que lorsqu'on parle d'énergie, je pense ça a été sifflé auparavant, c'est que vous ne parlez pas d'un secteur aussi simple que ça. Ce n'est pas l'agriculture, vous avez des entreprises internationales qui rentrent en jeu. Vous avez des enjeux qui sont géopolitiques. Tout à l'heure, on a parlé des équilibres en Afrique. Ce n'est pas uniquement des équilibres dont dépend uniquement le Maroc. Vous savez, le rapprochement de la Russie du projet Nigeria-Maroc, ce n'est pas un rapprochement, je dirais, uniquement économique et financier. C'est un rapprochement aussi politique. Parce qu'elle sait très bien, la Russie, que c'est l'Europe. L'objectif, c'est l'Europe. Et c'est ça. Et donc là, vous êtes en train de toucher un peu une part de marché par rapport aux producteurs, par rapport aux producteurs russes. Vous avez également, il ne faut pas l'oublier, c'est que la Chine a une place en Afrique. Il faut le savoir. Oui, certainement, aujourd'hui, il y a un troisième producteur du gaz qui arrive à satisfaire la Chine, c'est l'Égypte. Mais en partie, l'Égypte avec d'autres producteurs et exportateurs, mais n'oublions pas, c'est un jeu, je dirais, géostratégique. Et donc maintenant, le Maroc, lorsqu'on veut mettre un texte de loi, il faudra mettre en place tous les acteurs. Il faudra introduire les entreprises, il faudra aussi introduire, je dirais, la vision des partis politiques. Mais ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que le Maroc doit sortir de ce dilemme des problèmes énergétiques. Donc ça devient un dilemme aujourd'hui. Maintenant, moi, je propose, il y a des solutions dont on ne parle jamais. Je sais très bien que le Maroc... Aujourd'hui, nous avons des relations très intenses et des partenariats très forts avec des producteurs de pétrole. Nous avons l'Arabie Saoudite, c'est un ami. Nous avons les Émirats, c'est des frères, c'est des confrères. Nous avons des pays qu'on connaît. Donc pourquoi on n'utilise pas ces partenariats pour avoir de l'énergie de façon plus attractive? Je parle ici en termes de prix. On avait ça à l'époque. On peut acheter le pétrole à des prix moins chers que sur le marché. Dans les années 80... Non, ça a existé dans les années 80, 80. Ah, voilà, c'est-à-dire acheter à des prix préférentiels. Non, attendez. Dans les années 80, lorsqu'il y avait la crise, je pense, une seule crise qui a été vécue au Maroc, c'est en 83, lorsqu'on était en cessation de paiement. Oui. Donc à cette période-là, je pense qu'il y avait l'Irak qui fournissait pendant des années le pétrole au Maroc. Même la Samir, lorsqu'elle a été créée, c'était créé pour aider le Maroc dans ses problèmes énergétiques. Pourquoi nous avions l'Arabie Saoudite qui était le président de la Samir? C'est un Saoudien, ce n'est pas un Marocain. Et donc, dans cette conception, c'est que nous utilisons nos partenaires. Aujourd'hui, il y a un problème sur le marché. On peut tisser ces relations, ça veut dire on peut les utiliser. Ça, c'est une solution. Deuxième solution sur le plan stratégique. Pourquoi ne pas mettre en place une stratégie de stock énergétique? Ça veut dire qu'il faudra revenir à l'idée qui a été faite par les États-Unis. L'Europe, elle a regretté ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle n'avait plus cette capacité d'avoir un stockage de sécurité, ce qu'a les États-Unis. Pour prendre l'exemple de la France, ils se sont plutôt orientés vers le nucléaire. Oui, je sais. Ce n'est pas le cas de l'Espagne qui aujourd'hui joue cette carte. Je parle de nous. Oui, ça veut dire que le Maroc, il devra avoir des stratégies alternatives. Au minimum, avoir des stratégies de sécurité en situation de crise extrême. Ça veut dire aujourd'hui, nous avions toujours un problème d'énergie. Nous avions toujours, ça veut dire depuis les années 70, 80, etc. Sur le renouvelable, pour finir. Vraiment, un mot sur le renouvelable et sur cette loi sur l'autoproduction et l'autoconsommation, pardon. Est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, moi, elle me paraît en tout cas, c'est quand même la solution pour que ça puisse se débloquer, pour que même les charges sur l'ONE baissent, parce que la facture va être très très salée pour l'Office national de l'électricité. Effectivement, donc c'est une solution et je pense que les énergies renouvelables, nous n'avons pas une autre solution. Et donc là, je pense que parmi les objectifs ou parmi les choses urgentes, c'est de faire sortir cette loi par le gouvernement. Et donc l'ONE aujourd'hui, je pense qu'il est en situation un peu embarrassante par rapport à ce qui se passe en termes de pricing au niveau international. Donc il faut que le gouvernement intervienne et pas uniquement en termes de loi, parce que la loi finalement, elle va s'appliquer, il y aura des textes d'application qui vont la mettre en relief, mais le plus important,
loi sorte. Alors, pour Oui. les textes d'application, il faudra attendre quelques temps. C'est ça le aussi. grand On problème. connaît les C'est-à-dire, même si réalités. vous faites sortir la loi, il faudra les textes d'application, il faudra la mettre en exercice dans le terrain d'activité. Mais le plus important, ce qu'on sait, c'est que le Maroc aujourd'hui devra partir dans une stratégie de diversification de ses énergies. Ça veut dire qu'on ne devra plus rester uniquement avec les énergies qu'on connaît aujourd'hui. Et si on a raté la cible quelque part, comme vous l'avez signalé de façon indirecte, il faudra recadrer un peu le bateau. Ça veut dire qu'il faudra trouver les meilleures solutions alternatives pour optimiser un peu la solution. C'est ce qu'on attend, justement. Professeur Zakaria Ferrano, vraiment, merci beaucoup. Merci Toujours à un vous. plaisir. Vraiment. Toujours un plaisir partagé. Anas Abdoun, c'était un plaisir de vous accueillir pour une première fois, j'espère pas la dernière. Et puis beaucoup reste à dire et à faire dans ce sujet qui est clé et central, qui est l'énergie et cette crise énergétique mondiale que, bien sûr, que nous subissons aussi au Maroc. Merci messieurs, merci. Merci. À vous de votre fidélité. Très bonne soirée.